Bonjour. Bonjour et merci. De rien, de rien. Donc, c'est un accident de judo, c'est ça? Exactement. Voilà. Et vous en faites depuis longtemps? J'ai commencé à 12 ans, j'ai 56 ans, ça fait 44 ans. Eh ouais. 44 ans de judo, donc beaucoup de coups, de blessures, comme la vie en fait. Ah oui, de toute façon, même le judo, c'est toujours un parallèle. Il y a toujours un parallèle dans ce sport que je trouve assez magique. C'est un parallèle à la vie, constamment. C'est un combat. Une formation. C'est beau, hein, c'est vrai que ça prend Ah bah ça prend les tripes. Hein. Et là, en plus, je suis tout près, donc je sens même les vibrations dans le corps. Quand je parle du synthétiseur Moog, Hein? le côté les synthétiseurs graves, là, oui, tout à fait, ouais, ça fait penser à ça. Mais en plus naturel, quoi. Ah bah oui. Puisque c'est un son direct, quoi, c'est pas... Moi, c'est ce que je dis toujours, le didgeridoo, c'est le plus moderne des anciens instruments. Il y a tellement de choses à dire sur vous. Donc déjà, pourquoi Didjaman? Pourquoi ce nom? Le pseudo? Oui, pourquoi ce nom? Pourquoi ce pseudo? Alors, parce que quand j'ai découvert le didgeridoo en Australie, c'était en 95, je suis parti un an faire une année sabbatique là-bas, j'avais 27 ans. J'ai découvert le didgeridoo et cet instrument millénaire m'a fait comprendre que je pouvais peut-être en vivre. Et quand je suis rentré à Paris avec l'instrument, j'ai vite compris que si je voulais évoluer, il fallait une marque, déposer une marque, qu'il fallait créer un pseudo, quoi, tout simplement. Donc le mot Didjaman vient à la base DJ, parce qu'au début, moi j'étais sur les platines et saxophoniste jazz, donc je touchais à deux instruments, les platines et le saxophone. Donc il y avait un côté platine DJ. Voilà, parce que j'avais 27 ans, à l'époque, ça commence à exploser le métier de DJ, donc c'était un petit peu un fantasme dans ma tête. Et il y avait didgeridoo. Voilà. Mais moi, je voulais pas me faire appeler DJ machin ou machin. Ça me plaisait pas. Donc, du coup, j'ai trouvé cette espèce de compromis sur Didjaman, qui voulait peut-être dire l'homme didgeridoo, puis en même temps DJ. Enfin bon, voilà. Mais ça a matché, en tout cas, c'était bien. Et c'était, à l'époque, c'était pas très connu en France, les didgeridoo. Ah non, en 95, moi je suis rentré fin 95, ça n'existait pas du tout. J'étais vraiment tout seul dans Paris à me balader avec mon bout de bois. Alors bien sûr, peut-être qu'il y a des gens qui sont allés là-bas dans les années 70, 80, qui ont ramené un didgeridoo de voyage. Mais la particularité que moi j'ai développée, c'est-à-dire que j'ai contribué à faire découvrir l'instrument, à le commercialiser et à me battre pour qu'il soit connu et reconnu de notre civilisation, puisque c'est des aborigènes qui le jouent depuis 20 000 ans. Voilà. Mais en Australie, c'était déjà des gens qui le jouaient depuis déjà 20 000 ans, les aborigènes, les peuples premiers dans un premier temps, pour célébrer les morts, les mariages, les naissances. Mais il y avait déjà des artistes là-bas qui étaient établis. Donc nous, c'est arrivé en France en 95, dans les années 90-95, enfin 95 vraiment en France, 90 en Europe, et puis il y a Jamiroquai, qui en 93 a sorti son album Emergency on the Planet Earth, qui était vraiment l'album révélation sur le didgeridoo, qui a vraiment contribué mondialement parlant à faire connaître cet instrument. Bon, ça serait bien si vous pouviez nous montrer tous les didgeridoo que vous avez ici. Pas de problème. Je vais vous montrer un truc d'ailleurs. Comme ça va être le fait de voir le travail des termites à l'intérieur. Ah oui. Voilà. Là, on voit vraiment le travail des termites. Ah oui, ils ont bien creusé. Hein. Ouais. Donc les termites mangent l'arbre, comme ça, hop, jusqu'en haut. Voilà. Et après, il faut le couper, le travailler, enlever l'écorce, le ramener, le vernir. Voilà. Il y a tout un travail qui n'est pas simple. Hein. Avec là, voilà, une embouchure. Donc celle-là, je l'ai faite en érable. Un érable canadien. Et là, ébène du Gabon. Comment on devient musicien? Comment on... déjà, il faut aimer la musique. Ça me paraît indispensable. Mais sinon... Ça commence toujours par mélomane. J'ai l'impression. Voilà. Mélomane. Enfin, pour mon parcours, ça a été ça. Moi, j'ai fait 2 écoles.
Ma première école, elle a commencé vers l'âge de 10-12 ans. J'ai acheté mon premier disque d'ACDC, Highway to Hell. Bon, voilà, moi j'adorais. Après, c'était en vinyle, hein, bien sûr. Et ce qui était intéressant, c'est que, après j'ai commencé à m'acheter des disques. J'en chourais aussi dans les grandes surfaces parce que j'avais pas l'argent. Donc on allait voler les 45 tours à Nice, parce que je viens de Nice. Ah bon, vous habitiez Nice à l'époque? Oui, j'habitais Nice, ouais. Et puis, il y a eu la fameuse école de, on va rester dans la chambre et puis on va passer des week-ends entiers à écouter le disque. 20 fois, 30 fois. D'une part parce qu'on aime la musique qu'on écoute. Mais que AC/DC. Ouais, enfin j'en avais d'autres aussi où j'allais prendre ceux de mes parents. J'écoutais aussi ceux de mes parents. Ils avaient du Jacques Brel, ils avaient des, voilà, donc j'allais prendre les leurs, j'écoutais parce que j'étais fasciné par la platine qui tournait et donc ça me plaisait, voilà. Mais après ceci dit, on avait ce support-là et on avait juste les cassettes. Hein. C'est tout ce qu'il y avait à l'époque. Et par contre, eh bien ça m'a permis à chaque fois de réécouter le disque et à chaque fois d'écouter autre chose en écoutant le disque. Là, je pouvais l'écouter 10 fois, j'entendais pas la même chose. Un coup, j'entendais les paroles, le thème principal, la mélodie du refrain. Après, j'écoutais le batteur. Ah, ok, d'accord, la batterie a fait ça. Après, je réécoutais pour le bassiste. J'écoutais le bassiste. Ah, tiens, après, j'écoutais pour la guitare. Et comme ça, l'air de rien, j'ai commencé à comprendre comment ça se structurait, en fait. Donc, j'ai fait ça jusqu'à mes 20 ans. Après, je suis parti à l'armée. Je suis parti à l'armée à Toulon, dans la marine. Et là-bas, je me suis dit, bon, je vais passer un an et demi à me tourner les pouces, donc je veux savoir faire deux choses. Je voulais apprendre à jouer aux échecs, parce que c'était un jeu je connaissais pas du tout, mais je me disais, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans ce jeu de fou, il faut que je comprenne. Et deuxièmement, je voulais apprendre à jouer de la musique. Donc là, du coup, mes parents ont pris un crédit, ils m'ont acheté un saxophone. Enfin, c'est moi qui ai demandé à ce qu'ils achètent un saxophone. Et moi, avec la solde de l'armée mensuelle, je touchais 400 francs, par mois. Et je leur donnais à eux. Et moi, tous les week-ends, je fraudais dans le TGV, je remontais. Et pendant ce week-end-là, j'allais travailler au Black sur un chantier avec un gars qui m'aimait bien, qui me faisait travailler. Donc, je gagnais un petit peu de sous comme ça. Et puis je repartais, je reprenais mes cours de saxophone et puis je faisais ma semaine de l'armée. Et puis voilà, quoi. Et pourquoi le saxophone? Parce que je me suis dit, il y a deux instruments que j'admirais, mais il y en avait un qui n'était pas transportable, c'était le piano. Donc je voulais faire soit du piano, soit du saxophone. Et je trouvais que le saxophone, le côté jazzeux, tu sais, les costumes un peu qui pendent, le chapeau, machin, le cigare, tu sais, les côtés Blue Note, tu vois, les pochettes Blue Note. C'était la classe. Tu vois, les Charlie Parker et tout, voilà, moi j'ai trouvé. Puis on peut en jouer tout seul. Voilà, c'est ça. Alors quand transporter un piano, ça va être compliqué. Non, mais tout seul, je veux dire, on n'est pas nécessairement dans un orchestre. Ça peut servir pour séduire les filles, je sais pas, ça peut aider. Un amour. Ouais, c'est vrai qu'il y avait le côté crooner aussi du saxophone. Voilà, on se disait avec ça, on va emballer des gonzesses. Voilà. Ah ouais, mais oui. Ben oui, c'est le côté. Mais pratique, oui, il y avait ça. Puis moi, j'en pensais grave pour les nanas. Donc du coup, oui, il y avait ce côté-là. Mais au départ, ce qui m'a vraiment plu dans le saxophone, je voulais juste apprendre à jouer la musique de la pub DIM. Bon, ça, au bout d'une après-midi, j'ai su le jouer. Et là, je me suis dit, ok, donc ça, c'est nul, en fait. Donc, faut que je prenne des cours de musique. Et puis, j'ai commencé à Toulon à chercher des cours de musique. Je suis rentré dans un magasin et je suis tombé sur un professeur qui s'appelle Yvon Belmondo, à qui je dois énormément de choses, qui est le père des frères Belmondo, Stéphane et Lionel, qui sont des pointures aujourd'hui connues et reconnues dans le jazz. Et du coup, Yvon m'a donné des cours, donc j'ai commencé à prendre des cours. Et à un moment donné, il me dit, voilà, est-ce que la semaine prochaine, t'es libre à telle heure? Et là, je lui dis, écoute, j'ai pas trop d'argent, ce week-end, je suis rentré à Paris, mais j'ai pas pu travailler, voilà, j'avais pas beaucoup de sous, quoi. Et puis, ma solde, elle partait pour payer le saxophone. Et à un moment donné, il m'a dit, tu penses à quoi quand tu joues? Moi, je lui dis, à rien. Il me faisait monter les gammes. Et je lui dis, je pense à rien, je pense juste aux clés que je dois déclencher au moment où je dois passer d'une gamme à l'autre, quoi. Et là, il me dit, tu sais que t'es doué comme un chien, hein. Il me dit, il y a 1 personne sur 1000 qui est douée comme toi. Il dit, il faut que tu le saches. Grosse erreur qu'il a fait de me dire ça, parce qu'à partir de là, j'ai plus rien foutu.
Vous êtes endormi sur vos Voilà, lauriers. je me suis endormi sur mes lauriers. Je me suis dit, bon, mais c'est pas grave, je vais y aller de la semaine prochaine, je vais bosser 1 heure avant. Voilà. À part que la semaine d'après, il a vu que j'avais pas bossé. Il m'a dit, t'as bossé cette semaine? Je dis, j'ai pas eu le temps. Enfin, tu sais, j'ai raconté des pipeaux. Et là, il m'a dit, allez, va-t'en. Tu reviendras quand tu sauras faire ce que je t'ai dit de faire. Et ça m'a mis une bonne tarte, quoi. Parce que je me suis dit, c'est vrai. Il me donne des cours gratuits. Tu vois. Voilà, il m'a donné des cours. À partir de là, il m'a dit qu'on parlait plus d'argent, mais qu'il voulait vraiment m'enseigner le saxophone, quoi. Donc, ça m'a mis une belle leçon. Chose dont je me sers aujourd'hui quand je donne mes cours de didgeridoo, parce qu'il y a des élèves qui sont très doués, mais quand ils sont super doués, je leur dis, je suis embêté parce qu'avec toi, t'es doué, et le problème, c'est que si t'es doué, c'est que tu vas pas continuer. Et là, ils me disent, ah bon, pourquoi? Et je leur explique. Je leur dis, parce que là, pour l'instant, peut-être que la respiration circulaire, toutes ces techniques de jeu qui nous paraissent toujours bizarres, mais qui sont inclus dans l'instrument, ça te semble assez facile. Malheureusement, comme tu as l'air de les passer assez facilement, peut-être qu'après, tu verras pas d'intérêt derrière. Donc, je les fais flipper un petit coup, et puis du coup, comme ça, ils restent, en fait. Ils comprennent que la difficulté va être ailleurs. Je leur dis, c'est pas parce que tu es bon là que tu seras bon partout, quoi. Enfin, moi, je parle comme quelqu'un qui n'y connaît rien, là. Je me dis, qu'est-ce qui est le plus difficile? Je sais que tout est difficile, mais est-ce que c'est plus le saxophone ou plus le didgeridoo? Les deux ont la même difficulté, hein, j'ai envie de te dire. Le didgeridoo, c'est une question de mémorisation, déjà. Bon, le saxophone aussi. Mais le saxophone, tu as des touches. Donc, le saxophone, tu souffles dedans, tu apprends un petit peu à souffler, puis tu touches les notes. Oui, voilà, ça change. Il y a un intermédiaire. Voilà. Le didgeridoo, au départ, moi, je trouve ça quand même plus compliqué. Il faut vraiment donner de sa personne, parce que comme il n'y a pas de touche, il n'y a rien. C'est toute notre colonne d'air. Voilà, c'est le souffle, en fait. C'est le souffle et notre colonne d'air. Et oui, mais comment on fait le son sur ce morceau de bois? Oui, mais comment on sait qu'on joue un do ou plutôt qu'un parce que ré ou... C'est une technique qui nous échappe un peu. Tous les instruments sur Terre ont une note fondamentale. On prend une trompette, si on souffle simplement dedans, il y a une note fondamentale sans toucher aucune touche de la trompette. Oui, voilà, donc il y a pas flûte, pareil, si je prends ma flûte, que je la prends comme ça, je souffle dedans, je vais avoir un do dièse ou si bémol. Bref, il y aura une note fondamentale. Et après, on ferme les notes, et là, ça change de note. Le didgeridoo, c'est pareil. Il faut trouver d'abord la bonne pression. Et une fois qu'on a trouvé la bonne note de l'instrument, après, là, on va commencer à faire bouger tous les muscles pour pouvoir changer les notes. Alors, moi, je me suis un peu renseigné. J'ai lu que les morceaux de bois du didgeridoo, donc, c'est de l'eucalyptus qui ont été attaqués par les termites. C'est-à-dire, ils sont creux. Est-ce que c'est faux, ça? Non, c'est vrai. Et donc, ils sont mangés par les termites. Voilà, vous, du coup, vous allez en acheter des stocks régulièrement. Je ne sais pas si c'est tous les ans, tous les 2 ans, mais en fait, ça ne nous regarde pas. En Australie, et puis vous les travaillez, décorez. Alors, le didgeridoo, c'est le vrai, on parle, parce qu'il y a plein d'imitations aujourd'hui. Il y en a qui sont faits dans des tubes en plastique, voilà, il y a de tout. Le vrai est en bois. Mais le vrai est en bois d'eucalyptus, qui est mangé sur la partie nord de l'Australie. Ça va de la partie ouest de Broome à l'est, Cairns. Voilà, toute la partie nord comme ça est l'endroit unique au monde où les termites mangent de cette façon l'arbre. C'est-à-dire qu'elles passent par dessous le sol, par en dessous, et vont manger le cœur de l'arbre qui est tendre, et après elles vont partir. Alors si l'arbre est bon, elles le mangent et puis l'arbre tombe, mais en général non. Ça arrive très rarement ça. Mais elles vont le manger puis elles vont partir. Donc moi, mon rôle, avec mes amis aborigènes, c'est d'aller dans le bush, je vais les couper avec eux. Donc je fais des demandes de permis de coupe d'abord, on fait des demandes de coupe, etc. Donc là, je passe par la case, tu payes, ce qui est normal parce que c'est le gouvernement, c'est la protection des forêts qui délivre les permis de coupe sur des stations bien précises, c'est des endroits bien précis qui vont être fermés à tel endroit pendant tant d'années parce que le temps que ça repousse. Voilà, c'est vraiment super bien géré. Hein. Voilà, notamment si on veut y aller aussi à l'arrache et puis se dire, je vais avoir mon didgeridoo, je vais le ramener. Et puis, je vais m'en faire un comme ça, vite fait, dans le coffre de la voiture, un peu sans demander des autorisations, pardon. Il faut savoir que là-bas, c'est super bien surveillé, que les rangers, ils rigolent pas. Et si on se fait choper, c'est 75 000 $ d'amende et on risque 1 an de prison. En plus, tout ce qui est Australie, en termes de loi, et ils sont très... ils sont comme ça, les gars, quoi. S'ils nous ont chopés, on est sûr qu'on va pas être relâché parce qu'on est latin.
Non, on passe d'abord par la case amende tribunal et après on est relâché, quoi. Et après, on peut repartir avec ces morceaux de bois ou on est obligé de les laisser du coup? Alors moi, je les laisse chez mon ami Phil, mon ami aborigène. Je les laisse sécher entre 5 à 15 ans. En gros, j'y vais. Chaque année, j'y vais. Je coupe un stock entre 80 et 100 didgeridoo. Qu'on dise pas, lui, il a un terrain énorme. Hein, tu vois, il a vraiment un grand terrain. Il habite dans le bush. Il a une très belle maison avec un grand terrain. Donc, il y a vraiment des endroits où il y a les stocks, voilà, par année, qu'on a classés par année. Donc, on coupe à chaque fois, on coupe un dernier stock, on le met à la dernière année. Et moi, à chaque fois, je vais récupérer sur les stocks d'avant. Donc là, je vais peut-être y partir peut-être mars-avril prochain, 2025. Bien, je vais aller récupérer des bois que j'ai coupés en l'an 2000, etc. Quoi, qui sont là-bas en train de sécher, quoi. Enfin, qui sont déjà secs. Et ils secs. reviennent en bateau, ils reviennent pas en avion. Non, pas en bateau. Parce qu'en bateau, le problème, c'est qu'il y a l'iode, il y a l'humidité de la mer, et ça fait craquer les bois. Ah oui. Et puis ça passe 2 mois dans un conteneur, donc c'est très risqué. Donc à l'arrivée, il y a des pertes. Conteneur. Non. Dans le conteneur avec moi. Je les sélectionne là-bas sur le volet. Je les nettoie, vermifugage. Il y a tout un traitement à faire. Il ne s'agit pas juste d'avoir le permis de coupe. Après, une fois qu'on les a coupés, il faut les sortir. Il faut les faire vermifuger, c'est-à-dire il faut les faire désinfecter. Voilà, donc ça, c'est notre entreprise. On passe par une entreprise qui, elle, est en relation avec les inspecteurs des douanes, voilà, des phytosanitaires. Donc, une fois que j'ai fait... Pour pas qu'on importe des... Voilà, avec des araignées et puis une termite qui pourrait nous manger Paris en une semaine. Mm-hmm. Ça serait pas intéressant. Ouais. Donc du coup, ben voilà, on est obligé de passer par toutes ces entreprises. À chaque fois, on paye. Hein. Voilà, il y a un vrai coût. Et puis, le bois en lui-même, je le paye, le didgeridoo. C'est pas parce que j'ai le privilège d'aller là-bas et de le couper avec des amis aborigènes, avec qui on a tissé vraiment des belles relations, c'est pas pour ça que je passe pas par la case porte-monnaie. Voilà. Après, il y a cette amitié, on est très cordial, on se fait 3-4 visios par an, tous ensemble. Voilà, on s'entend vraiment bien. Mais non, le boulot, c'est le boulot. Mm-hmm. Après, il peut me faire un cadeau, un didgeridoo spécial que j'ai repéré. Voilà, parce que maintenant, j'ai le privilège d'être dans le bush et de choisir mes propres instruments que j'ai coupés. Donc du coup, quand il y a des pièces vraiment très rares, bah, je me les ramène. On peut pas faire mieux que cette source-là, quoi. C'est l'avantage que j'ai. Alors moi, j'ai vu aussi des passages là dans le bush où il y a des passages qui sont filmés. Alors je voudrais savoir... Que moi j'ai filmé ? C'est vous qui les avez filmés. Parce que comme c'est une émission de cinéma, donc à tous les talents que vous avez, il y a aussi ça. Alors pourquoi vous filmez ? Pourquoi filmez-vous ces moments-là ? Donc à un moment donné, je me suis dit, faut filmer. J'avais déjà commencé en 92 à filmer quand j'étais parti en Indonésie. J'étais parti 2 mois et demi à Bali pour surfer. Et j'avais une H8. Et même quand je louais une moto, je l'accrochais devant, puis je roulais avec. Je faisais le cours dans la ville et tout. Et ça me faisait marrer. Pour moi, ça me faisait un petit peu un jeu vidéo, quoi. Et c'est comme ça que j'ai appris à aimer à filmer. En fait, je me suis dit, parce qu'après, quand je rentrais de ces vacances-là, puis je regardais les images, je me dis, putain, quand même, c'est génial. Hein. L'image, elle est là, ça reste. C'est une empreinte, quoi. Ça, tu vois. Et c'est indélébile, quoi. Tu vois, donc ça bouge pas. Alors, je récapitule les films, mais où est-ce que ça se passe entre le saxophone, les didgeridoo, le travail de DJ, le DJ-jockey, là, ça se place où ? À quel âge à peu près dans cette... J'ai entre 25 et 30. D'accord. Donc c'est en même temps que la découverte de l'Australie. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi vous faisiez ça ? C'était quoi ? Un gagne-pain, le DJ, ou c'était... L'amour de la musique. Parce que quand j'allais à des fêtes, des fois je montais à Londres, on allait faire des fêtes, on se mettait à l'envers. On faisait des fêtes et on allait voir Carl Cox, Jeff Mills, tous ces DJ là qui commençaient à exploser dans le monde, un peu comme David Guetta aujourd'hui, mais à part que c'était vraiment techno comme Laurent Garnier. Voilà, on allait les voir jouer en Angleterre, on prenait nos billets de train, et on partait là-bas en week-end, on faisait la fête. Et à un moment donné, moi je dansais, on était bien, quoi. Et puis à un moment donné, je me disais, putain, mais ok, c'est chouette de danser. Je disais, mais moi je veux être le patron, je veux être derrière, je veux être là-bas. Mm-hmm. C'est ça qui me plaisait en fait. Mais une ambition en tout cas. Voilà, c'est le côté meneur. Moi j'ai toujours été, j'aime bien mener ma baraque et puis mener mes trucs et puis j'aime pas recevoir d'ordre. Ça a toujours été depuis tout petit. Indépendant quoi. Voilà, une vraie indépendance. Un travail indépendant. Alors après tout ça, et maintenant je sais aussi que vous composez. Et pour le cinéma en fait, il y a toujours
Il y a toujours la musique et le cinéma dans votre vie, là. Hein. C'est vrai. Bah ouais, j'ai toujours aimé au cinéma. D'ailleurs, j'ai une carte depuis plus de 25 ans, je crois. Ça fait 25 ans que j'ai la carte et je vais au cinéma 2 fois par semaine, quoi. Et là, la création de... Bon, après, vous allez nous en parler. Alors là, après, ça se passe quoi? Ça, c'est dans les années... À partir des années 2005, que là... La composition? La composition, faire partie non, avant. de l'orchestre Divertimento, d'apporter le didgeridoo aussi dans un orchestre de musique classique. Hein. Je fais pas d'erreur. Non, donc ça c'est quelque chose aussi qui est nouveau. J'avais jamais vu ça. Rare, bien sûr, rare. Je suis pas le seul à le faire. Hein. Il y a. Pour moi, c'est la seule personne, mais moi je suis. Non, il y a 2-3 orchestres dans le monde qui le font. Dans la musique classique. Ouais. Il y en a un autre aussi avec un joueur australien, un joueur aborigène qui le fait aussi. Et alors, comment il fait le chef d'orchestre? Parce que c'est un instrument qu'il ne connaît pas, qui n'est pas répertorié. Je suppose qu'il met ici les violons, premier violon, au fond les cuivres. Enfin bon, il y a toute une disposition. C'est des compositions. Où est-ce qu'il met le didgeridoo? C'est composé pour. Hein. C'est comme. En fait, le didgeridoo, faut pas croire, c'est un instrument comme un. Faut le penser comme un synthétiseur. Ah, c'est pas un instrument comme avant. Une basse. On pas peut un le penser. Instrument avant. Alors, c'est considéré comme un cuivre. Un cuivre, voilà. Un cuivre. Mais pourquoi alors qu'il n'y a aucune pièce en cuivre à l'intérieur? Non. Pourquoi? Parce que c'est un hanche labiale, ça fait ça. Donc, comme dans les trombones. Donc on a mis ça dans les cuivres. Avant, quoi. Donc on a mis ça dans les cuivres. Donc je trouve ça complètement nul, mais bon, voilà, mais c'est un bois en fait, moi je trouve. Hein. Et en fait, c'est déjà composé. Il y a des vrais compositeurs qui se sont dit, ben voilà, on va intégrer le didgeridoo avec des parties rythmiques que l'on va jouer. Par exemple, quand j'ai joué avec Philippe Sard sur le film Quai d'Orsay, sur la bande son du film Quai d'Orsay avec Thierry Lhermitte, eh bien j'avais envoyé des disques à Philippe Sard. Il m'a rappelé en me disant, déjà, bon, c'est cool, déjà, il m'a rappelé, il m'a dit, putain, c'est super beau ce que vous faites et tout, donc merci Philippe Sard, hein, surtout quand on voit qui c'est, respect. Et par contre, après, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une de mes rythmiques, qu'il a retranscrit en solfège, que j'ai rejoué sur sa partition à lui. Donc voilà, quoi. Si on a des notions de solfège ou quoi, c'est un instrument qui s'écrit sur une portée normale, en fait. Et alors, donc, est-ce que ça nécessite plus de travail que le saxophone? Ou c'est pareil ou... C'est différent. Au niveau de l'apprentissage? C'est différent, différent. Après, je pense fondamentalement que le didgeridoo est quand même un peu plus limité que le saxophone. Parce que le saxophone, on peut quand même avoir 3 octaves et demie sur chaque saxophone. Donc, alors que le didgeridoo, on va en avoir peut-être 2. Ouais, 2 max, peut-être, ouais. Donc, il y a quand même un travail qui est un peu plus... Mais après, c'est toujours une question de création. Oui, mais... C'est une question de créer, en fait. Ça emballe, mais on ne voit pas encore des orchestres du didgeridoo qui se déplacent dans le métro. Ça viendra peut-être, mais... Il y en a qui jouent dans le métro. Hein. Moi, j'en ai connu, oui, bien sûr. J'en ai connu qui ont eu leur carte RATP, puis qui ont bien marché, surtout. Puis grâce à ça, ils ont monté des groupes, ils font des disques et ils vont jouer dans des festivals. Non, au contraire. Après, c'est pareil, on parle d'un microcosme. Hein. Le didgeridoo, c'est un instrument, même si aujourd'hui, moi, ça fait 30 ans que je me bats pour le faire connaître, on est quand même sur quelque chose on est dans une niche. Voilà. C'est comme celui qui va jouer des claves, sur de la musique brésilienne, qui doit faire tic, 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 tic. Bon, le gars, il a qu'un son ou 2, faut qu'il soit là, quoi. On sent que chaque instrument a son importance, en fait. C'est comme celui qui joue du triangle à un moment donné. Voilà. Dans un groupe. Ou la cymbale. Voilà, la cymbale. Voilà, exactement. Il a sa place, parce que s'il n'y a pas le coup de cymbale, c'est plus le même morceau. Exactement. Alors, les timbales. Les timbales, oui. Ouais. S'il n'y a pas ça, des fois, ça t'enlève... Oui. Tu vois, il y a un vide, quoi. Parce que c'est un tout, la composition musicale. Tout le monde a son importance. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que vous disiez à vos parents que vous vouliez plutôt un saxophone qu'un piano, parce que c'est plus facile à transporter. Et le didgeridoo, comment on le transporte? Dans une housse. On le met en bandoulière. En bandoulière, voilà. Après, quand on prend l'avion, moi je prends l'avion, donc quand je vais jouer à l'étranger, je le mets dans des cases de... Comment ça s'appelle? De ski. D'accord. C'est comme les cases qui s'ouvrent comme ça, qui s'allongent un peu. Ouais. Voilà, moi je les mets là en plastique, qui sont carrés. Voilà, moi je les mets là-dedans, et puis comme ça part dans l'avion et ça casse pas. Franchement, c'est super solide. D'accord. Vachement bien. Et dans le TGV, il n'y a pas de... Non. On ne paye pas une taxe supplémentaire.
Parce que maintenant, il y a des taxes sur les instruments de musique Ah bon? dans les TGV. Bon, enfin, le débat n'est pas là, mais il faut bien que les musiciens se déplacent avec leurs instruments. Ah oui. Et c'est plus que leur gagne-pain, c'est leur c'est leur façon de communiquer. Non seulement ça paye les factures, mais en plus ça les fait vivre. Ben C'est oui. comme ça qu'ils se sentent vivants, quoi. T'enlèves l'instrument, le gars, tu lui dis qu'il faut retourner à caissier après Zurich, il arrive là-bas, il est perdu, quoi. Eh ben oui, c'est pas. Moi, aujourd'hui, tu me remets derrière un bureau avec quelqu'un qui me donne des ordres, tu me dis il faut faire ça. Oui, non, mais Je vois pas. Hein. Ça, 30 ans d'indépendance, on l'a vu c'est dès le compliqué de début. revenir en arrière. Oui. Alors, il y a maintenant autre chose. Alors, il y a peut-être deux aspects, et quoique peut-être, il y a l'écriture. Oui. Est-ce que vous écrivez des poèmes, des romans, des nouvelles? Oui. J'ai écrit il y a un album que j'ai fait qui s'appelle en 2011, qui s'appelle Risque de rêve. Ouais. Où dessus, j'ai pris la plume. Parce que je me suis aperçu qu'apparemment, j'avais une petite plume. On m'a dit que j'avais une plume. Et voilà, donc j'aime bien écrire. Et puis là, oui, je suis en train d'écrire un livre qui récapitule un petit peu, en fait, l'entrée du didgeridoo en France, la genèse de l'instrument en France. Alors au départ, je l'avais vu via mon histoire. Alors en fait, maintenant, dans cette histoire-là, j'insère tous les gens qui ont participé. Parce que je suis pas le seul. Je suis pas le seul à avoir amené le didgeridoo. Je suis même sûr que, même si j'avais pas été là, le didgeridoo serait quand même venu en France. Là, je m'inquiète pas là-dessus. Il n'y a pas de problème. Mais bon, ce qui est toujours bien, je préfère être acteur. C'est toujours agréable d'être acteur que plutôt spectateur, pour ma part. Hein. Voilà. Et du coup, maintenant, je rappelle tous les amis, les gens qui, comme moi, il y a un petit peu moins de 30 ans, parce que moi c'était en 95, mais eux, pour ceux qui sont commencés à s'y mettre en 97, 98, parce que moi je suis vraiment resté 2-3 ans dans Paris tout seul. Hein. Donc je suis rentré très vite sur Radio Nova, Canal+, Radio France. J'ai fait plein de télé, plein de radios, parce que je faisais des concours. À la fin des génériques des émissions, je prenais les téléphones, je les appelais, je leur disais voilà, j'ai ça à présenter. Donc j'ai été reçu très vite. Hein. C'était super agréable. Mais du coup, ce qui était intéressant, c'est que après, il y a d'autres gens qui ont commencé à venir découvrir, qui m'ont contacté. Moi, je mettais une petite annonce pour donner des cours dans le Nova Magazine à l'époque. Et moi, ce Nova Magazine, ancien actuel, hein, ça m'a fait péter la baraque. Moi, je remercie Nova jamais assez, je les remercierai jamais assez. Et Nova Magazine, c'était l'underground, c'est le côté underground de Paris. C'était le côté underground de Paris, le côté intelligentsia, la musique intellectuelle, un peu, on aimait bien machin. Mais voilà, moi, tout de suite, ça m'a fait vivre. Hein. Mm-hmm. Ce qui fait qu'après, très vite après, l'année d'après, je suis retourné en Australie pour aller commencer à chercher des bois. Parce que quand je suis revenu, au début, j'avais que 3 instruments à moi. Et puis après, très vite, je me suis dit, mais faut que je le commercialise. C'est pas possible, ça va marcher. Parce qu'il y avait un magasin qui venait d'ouvrir rue Saint-Sabin. Et quand je suis rentré dans ce magasin, je suis tombé sur 2 personnes qui étaient d'une arrogance, mais incroyable. Et on avait l'impression que l'Australie, c'était eux qui l'avaient ramené, que c'était eux, quoi. Et moi, je suis ressorti de là. Alors, je rigole, mais j'étais jeune. J'avais 28 ans. Et je suis ressorti, je me souviens, sur le trottoir. En gros, c'était presque, je fais une image comme ça, mais c'était pas ça. Mais en gros, c'était, il faut quelqu'un pour établir la vérité. Mais, c'est cette fougue, cette testostérone de jeunesse qui a fait que, d'un seul coup, je bossais déjà, mais où je me suis dit, bon, maintenant, je vais mettre de côté. Je vais retourner là-bas. Je vais acheter des bois bruts. Et je vais rentrer à Paris, je vais les fabriquer et je vais les vendre. Aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, mais c'est un truc de taré ce que j'ai fait. Sans rien connaître sur les lois de l'exportation. Parce que maintenant, ça fait 30 ans, donc maintenant, je fais tout en règle. Mais avant, je faisais rien en règle. C'était que de l'arrache et de la passion. Mm-hmm. Et comme quoi, hein, quand on dit, il suffit d'avoir un grain de foi, puis on peut déplacer des montagnes, hein, tu vois, aussi gros que, tu vois. Non, tout à fait, oui. Et là, pareil, franchement, j'ai déplacé des montagnes. Parce qu'aujourd'hui, on me dit, refais la même chose. Oui, j'ai envie. C'est sûr. Moi, je me dis, putain, j'ai eu 30 ans, j'ai eu 5 vies. Mais après, je me dis, est-ce que là, aujourd'hui, je suis prêt à le refaire? Un peu fatigué quand même. Tu vois, je sais pas si j'aurai la même énergie, quoi. Vous êtes encore dans la fleur de l'âge, hein. Ouais, mais enfin bon, on a dit il y a 30 ans de plus quand même. Ça se sent, hein. Oui, mais bon, quand on a une passion, après... je veux dire, c'est pas un automatisme, mais bon, il y a toujours ce désir d'innover. Et l'idée, c'était aussi, parce que là-bas, ça a été vraiment la première fois où j'ai soufflé dedans, le premier jour où j'ai soufflé dans un didgeridoo, qui était le premier jour où je suis arrivé en Australie.
Je souffle donc je vais voir dans un magasin, j'avais entendu ça dans un hôtel ou dans un backpacker, c'est une auberge de jeunesse où je dormais, j'entends le didgeridoo, je demande à la nana qui était à l'accueil, je lui dis, c'est quoi ce son que j'ai entendu là? Elle me dit, ah ça c'est un didgeridoo. Et je lui dis, c'est quoi le didgeridoo? Elle me dit, ah tu sais, c'est l'instrument là que jouent les aborigènes là. Vous découvrez. Alors moi j'étais sur la lune, hein. Moi j'y allais pour surfer avec ma planche de surf, je connaissais rien au pays, je savais juste qu'il y avait des kangourous quoi. C'est tout quoi, et des belles vagues. Et Voilà. des koalas. Et des koalas, voilà. Et je lui dis, des quoi, des aborigènes? Je lui dis, c'est quoi? Et elle me dit, tu sais, c'est les noirs qui traînent dans la rue, là. Alors elle me l'a dit d'une façon un peu dénigrante, donc moi j'ai zappé, je dis, bon, il doit y avoir un problème là-dessus, bon. Et après je dis, est-ce que tu sais où je peux en avoir un? Ou les voir? Elle me dit, oui, il y a une petite... Alors j'ai une petite boutique, alors à l'époque, il y avait qu'une boutique qui faisait, la porte, elle faisait $1,50 chez tout. Et c'est tout en longueur, tu vois, ou $2 je crois, tu vois. Et donc je vais là-bas, il y a un aborigène, effectivement, un jeune aborigène qui est derrière le comptoir. Il y a un gars qui joue avec moi avant moi, qui essaye, qui arrive pas. Il s'en va, moi il me dit, oui, vous voulez voir? Je dis, ben je vais essayer. Donc il me fait souffler. Et là, miracle, un son sort. Donc merci le saxophone. Un son sort. Bon, un son mitigé. Très mitigé. Et après, je dis, ah, ok, super, c'est ça. Puis je le regarde comme ça, je lui dis, putain, c'est fou, ce truc-là, hein, comme ça. Et il me dit, tu veux réessayer? Je dis, oui. Okay. Et là, je ressouffle, et là, ça dure un peu plus longtemps, je ferme mes yeux. Et là, à ce moment-là, c'est comme si toutes les cellules de mon corps s'étaient analysées avec ce son, quoi. Enfin, il y a eu une fusion qui s'est créée. Et là, je me souviens, j'ai enlevé comme ça. J'ai eu un frisson, je me suis dit, waouh. Le joueur lambda prend par exemple cet instrument, il n'aura pas le même son que moi. C'est un peu... Après, s'il arrive à avoir la technique parfaite, il aura le même son, mais de toute façon, il va pas jouer comme moi. Parce qu'on a tous, à travers notre instrument, on a tous une personnalité différente. On va présenter une partition de n'importe quel instrument à 3-4 virtuoses. Les 3-4 ne vont pas l'interpréter de la même façon. Mm-hmm. Pourtant, c'est écrit la même chose sur la partition. Ils vont jouer la même chose, puis ils vont mettre une âme dedans qui va être différente. Ils vont avoir une sensibilité différente. Puis il y a peut-être le fait que c'est une matière vivante, ça. Ah putain, désolé. Je vais reprendre. Hein. Donc il me propose de souffler une deuxième fois. Donc je me mets dessus, je souffle plus longtemps, je ferme mes yeux. Et là il y a un truc qui se passe. Une espèce de magie qui se passe. Et il y a une espèce de frisson qui me court partout dans le corps. Et c'est comme si toutes les cellules de mon corps s'analysaient avec ce son-là. Il y avait une fusion, il y a quelque chose qui s'est créé. Et là, au moment où j'ai enlevé ma bouche de l'instrument et que je l'ai regardé, là, il y a eu deux idées qui sont passées très furtivement dans ma tête où je me suis dit, putain, c'est dingue, qu'est-ce que c'est beau comme instrument, c'est noble. Donc, si j'en ramène, je peux réussir avec ça. Dans le sens de vraiment réussir. Ma carrière, voilà, avec le succès, comme on l'entend quand on a 27 ans, quoi. Tu vois ? Les importer et en jouer. Voilà. Donc c'est comme ça que ça a démarré en fait la prise de connaissance avec l'instrument. Alors une question naïve là, les aborigènes donc ils soufflent pas directement dans le bois, donc il fallait qu'il y ait toute une technologie pour fabriquer l'embout pour pouvoir souffler, qui est en cuivre si je ne m'abuse. En cire d'abeille à la base. Alors à la base c'est en cire d'abeille. Alors il y a des didgeridoo qui ont des diamètres qui sont des didgeridoo, donc on entend bien des eucalyptus. Donc mangé par les termites et puis après travaillé par l'homme, oui. Donc le didgeridoo, avec des diamètres internes de à peu près 30 mm, 20-30 mm. Donc là, on peut souffler dedans à même le bois. À même le bois. À même le bois, ça c'est pas un problème. Maintenant, après quand c'est plus grand, eh bien soit on met de la cire d'abeille, ou même quand c'est pas plus grand, il y en a qui aiment bien mettre de la cire d'abeille. Mais là, on parle des instruments d'il y a un petit moment déjà, parce que moi, les techniques ont changé il y a à peu près 6-7 ans. Et maintenant, on fait des belles embouchures en ébène, en bois, qui sont super agréables. Ah, c'est toujours en bois, il n'y en a pas en cuivre? Non. Non, d'accord. Après, il y en a en époxy aussi. D'accord. On fait en époxy. Et si vous deviez définir par un adjectif ou deux ou trois même, hein, le son, par exemple, la clarinette, elle a un son plutôt aigu, plutôt... Ben moi, je dirais, faut imaginer les synthétiseurs Moog. D'accord. Les synthétiseurs, voilà. D'accord. Là, si on a ça en tête, les synthétiseurs avec des notes très graves, comme ça, ben on a le son basique du didgeridoo. Ceci dit, il n'y a pas que ça dans le didgeridoo. Après, il y a plein de subtilités, il y a des harmoniques, etc. Il y a plein de choses. Hein.
On fait de la musique. Mais là, du coup, je comprends un peu mieux parce que quand on a fait DJ ou quand on a travaillé les musiques ou même, bon, non, AC/DC, ça c'est autre chose. On va fermer la porte d'AC/DC, ben, je vois pas l'affiliation. Bah, mais si, il y a des groupes de métal qui existent avec du didgeridoo. Hein. ah bon? Bien sûr. Mais il y en avait qui étaient d'Australie d'ailleurs. Il y en a un moi, qui s'appelle Moleskine, un groupe français qui m'ont invité, et puis j'ai mis du didgeridoo sur leur album. Hein. D'accord. Bien sûr. Il y avait JMPZ aussi. Non, il y en a, on en trouve. Hein. Il y a IAM qu'on a mis dans l'école du micro d'argent. D'ailleurs, la fois où ils sont passés à Paris avec les Wu-Tang Clan, moi j'étais sur Nova. Je me suis débrouillé pour les croiser, on a un petit peu discuté, puis Akhenaton me dit c'est un didgeridoo, parce que j'avais un instrument avec moi, tu vois. À l'époque, j'essayais de forcer le destin un peu, tu vois. J'ai ramené toujours le didgeridoo avec moi pour séduire les groupes connus, quoi. Et il me dit, ouais, on en a mis dans notre disque et tout. Et là, j'ai dit, ouais, je sais. Et je dis, mais c'est pas un joueur que t'as invité, c'est un sample que vous avez mis. Il m'a dit, ouais, c'est vrai, on n'avait pas de... Bon, ben voilà, quoi. Donc, il y a l'exportation, il y a en jouer. Ensuite, il y a l'école de didgeridoo, on va dire comme Mais ça. Je suis prof, ouais, je donne Voilà, des cours depuis... Les cours particuliers, des stages, ouais. Et alors là, comment ça se passe? Les gens, quand on les met devant cet instrument quand même, qui est un instrument particulier. C'est pas comment on joue. Il y a un point plus intéressant que ça. Parce que le fait de prendre des cours, tu viens, tu prends une guitare, gling, 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 le prof il te dit ça, c'est un accord comme ça, comme ça. N'importe qui peut apprendre à jouer du didgeridoo. Mais le point intéressant qui a relevé dans le didgeridoo, c'est que les gens qui s'intéressent au didgeridoo, le point commun, je sais pas, aujourd'hui j'ai dû avoir peut-être 2000 élèves, enfin tu vois, entre les stages, tous les élèves particuliers et tout, 30 ans, hein, il y en a, hein. Eh bien, ils ont tous un point en commun, qui est aussi le mien, avec l'instrument, c'est qu'à un moment donné, ils ont voulu changer quelque chose dans leur vie. Et ça, c'est étonnant. Alors, la plupart, c'est, je vais pas dire se venger des cours de musique en 6e, 5e de piano et de flûte, là, où tout le monde allait faire les cons et aller ploter les copines plutôt que d'écouter la prof qui disait on fait ça avec la flûte, tu vois, c'est des trucs de voilà. Mais en général, tout c'est parce qu'ils veulent faire quelque chose. Bien sûr, ils veulent éviter le solfège. Donc moi, je leur dis très bien, t'es bien tombé dedans parce qu'il n'y a pas de solfège. En fait, c'est pas vrai, je mens. Il y a du solfège. Il y a du solfège rythmique. Les batteurs, ils ont un solfège. Ouais. Ben là, c'est pareil, il y a un solfège. Mais je leur amène ça en douceur, gentiment. Mais ils jouent déjà d'un instrument, ils arrivent pas vierges. Pas du tout. Ah, donc j'ai eu tous les cas de figure. Hein. Bon, il y a le pro, il y a le pianiste qui a une pointure et qui joue depuis 40 ans, il est mystifié par l'instrument, il veut en savoir plus. Et la fameuse respiration circulaire, oulala. Voilà, mais la personne qui, par exemple, ne connaît pas, mais moyennement douée, en combien de temps elle peut dire ça y est, je sais en jouer? Admettons, combien d'heures par semaine, je sais pas. À raison de 2 heures par semaine, mettons. C'est une question, mais c'est pareil à la guitare. On peut pas dire, c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Bien sûr qu'il y a le facteur quantité qui va jouer un petit peu, mais moi je préfère par exemple quelqu'un qui va jouer un quart d'heure tous les jours que quelqu'un qui va jouer 2 heures que le samedi. Donc il faut qu'il en ait un chez lui. Bah oui. Ou il faut qu'elle en ait un chez elle. Voilà. Bah oui, bien sûr. Ok. C'est de la musique. Bon, d'accord. Alors, il y a un autre aspect aussi. Votre chandelle est-elle éclairée Est-ce que votre chandelle est-elle éclairée? Non, moi, il y a aussi quelque chose qui m'intrigue beaucoup, c'est cet amour pour Rimbaud. Comment ça vous est venu et pourquoi? On fait un gap. Ouh, là, on fait un grand saut. Ben non, on retrace votre carrière. Bon, donc pourquoi Rimbaud? Eh bien, alors vous avez un petit côté Rimbaud quand même. Hein. Pas que vous n'avez pas vendu des armes, mais des didgeridoo, mais là aussi, il y a une c'est une arme de communication, le didgeridoo. C'est une arme, voilà, pacifique, on va dire. Ben ouais, en tout cas, tous les gens que j'invite sur ces disques-là, sur cette trilogie, en tout cas, le prennent comme ça, quoi. Alors, cette idée, elle est venue par accident, suite à une vraie dépression, suite à une séparation. Et en fait, j'étais avec une prof de français, de lettres classiques, qui est partie. Enfin, on s'est séparés. Donc moi, j'étais chez moi, donc c'est elle qui est partie. Et elle m'a laissé un petit fascicule de Rimbaud. Voilà. Et quand on vit une dépression, il y a des moments qui sont pas faciles, hein, des crises d'angoisse aiguës, etc. Et c'est lors d'une crise d'angoisse aiguë. En fait, non. Je vais revenir un petit peu sur la genèse. C'est pas comme ça que ça a démarré. Moi, j'étais avec ma chérie. Pas elle, hein, qui était partie. Hein. Donc la mère de mes enfants, maintenant, avec qui je suis toujours au bout de 20 ans.
On était ensemble, et puis on est allé voir Julie Ferrier au théâtre L'Européen, rue Biot, à côté de Place Clichy. On va voir son one-man show. Et à l'époque, elle commençait à rentrer sur France 2, tout ça, voilà. Elle commençait vraiment à monter. Mais moi, je l'avais vue avant, quelques années avant, dans un tout petit théâtre où elle n'était pas connue, voilà. Et là, donc on va la voir, parce que je lui dis, écoute, viens, faut qu'on aille la voir, moi je la connais, elle est super, on va bien rigoler. Donc effectivement, on a passé un spectacle, on s'est bien marré. Et puis après ce spectacle-là, moi j'attends, je lui dis, écoute, ma chérie, je lui dis, écoute, on va attendre, j'aimerais lui dire bonjour, et je voudrais lui proposer mes talents de compositeur pour un spectacle, pourquoi pas, tu vois, ou si elle a une idée de faire un film, ou je sais pas, tu vois. L'opportunisme, quoi, enfin de l'opportunité, quoi, tu vois. Et donc on attend, et puis en même temps qu'on attend, on attend vraiment longtemps, et j'entends parler à côté de moi 3 gars, 4-5 gars, je sais plus, bedaine comme ça, 50, 60, 110 ans. Et là, je comprends vite fait que c'est des gars qui viennent de chez Universal, TF1, c'est du lourd. Et là, donc je me mets à côté d'eux comme ça, et je reste comme ça, tranquille. J'écoute les discussions. Et ça parle de séries télé, et combien t'as pris là-dessus? J'ai pris 3 millions d'euros, malin. Et là, je me dis, putain, les mecs. Ah ouais, on est à un autre level, quoi. Moi, à côté, tu vois. Et alors que c'est pas la même chose. Et puis à un moment donné, moi je regardais comme ça, et puis il y a un des regards qui se croisent, tu vois. Et là, il me fait un petit sourire, un acquiescement de tête, donc je réponds. Et il me dit, vous attendez Julie? Je dis oui, oui. Il me dit, ah bon, et vous êtes dans quoi? Et moi je lui dis musique. Il me dit, ah bon, c'est quoi votre prédilection, votre secteur de prédilection? Et moi je venais de travailler sur un album qui s'appelait Masque, et c'était un de mes élèves à moi, enfin un de mes élèves, un ami à moi, qui est chez Flammarion, un écrivain, qui m'avait fait 2-3 textes très hermétique quand même. C'est un peu Rimbaud des fois, tu vois, très hermétique. Et là, je pense à lui, je dis, bah, c'est des textes un peu, je dis, à Rimbaud, mélangé avec de la musique électronique et musique du monde. Et là, il me regarde, il me dit, Rimbaud, musique électronique? Belle idée. J'ai rien, ça me marque. Julie, finalement, elle vient pas. Bon, après, à un moment donné, bon, moi, et puis, je sais pas, j'ai été rassasié par sa réflexion. Et là, je me dis, ma chérie, bon, viens, on y va, c'est bon. On va pas attendre 10 000 ans, surtout qu'ils vont lui sauter dessus. Enfin, moi, je vais pas avoir de place là-dedans, tu vois. J'étais en trop, quoi. Donc, on s'en va. Et là, je marche, rue Biot, on descend rue Le Mercier, 17e, vers chez moi. Et là, je me dis, Rimbaud, musique électronique. Rimbaud, musique du monde. Je réfléchis au truc, tu vois, je suis là. Ça gamberge. Je me dis, pourquoi pas et tout. Bon, bref, ma chérie rentre dormir chez elle, moi, je dors chez moi. Et je sais plus, c'est une nuit ou deux après, je me fais une crise d'angoisse. Et là, je me lève de 3 heures du matin, transpirant, et j'ai mes étagères en face de moi, ma bibliothèque, et je vois le fascicule de Rimbaud. Et je repense à ça. Je me dis, Rimbaud, musique de fille. Enfin, musique. Donc je prends, et je tombe sur le texte voyelle, qui me saisit tout de suite. A, noir, E, blanc, I, rouge, enfin, tu vois. Et là, bah, je me branche, parce que moi j'habitais dans mon studio, donc j'allume, et puis je m'enferme 2 jours, et je fais 4 textes. Donc Le Dormeur du Val, Rêver pour l'hiver, ça je l'ai dit, voyelle, puis 4e, je sais plus. Donc voilà. Et voilà. Donc moi je pars chez mes parents, je prends mon fils, je dois aller régler des choses avec mes parents, une dépression, ce qui est normal. Faut les remettre un peu les pendules à l'heure. Et puis en même temps, hop, j'arrive chez mes parents. Mon père, il me dit, tu fais quoi en ce moment? Et là, je lui montre, je lui explique. Je lui fais un peu écouter, parce que j'avais gravé ça sur un CD. Et là, mon père me dit, ça serait pas mal si tu pouvais avoir Patti Smith. Et moi, je dis, ouais, mais Patti Smith, il me dit, tu vois qui c'est? Je dis, ouais, la chanteuse des années 70, folk, rock. Je dis, ouais. Il me dit, bah, tu sais que la croc de Rimbaud, quoi. Vraiment, quoi. Je dis, ah bon, je savais pas. Hein. Il me dit, si tu pouvais l'inviter, ça serait bien, ça te ferait une belle image, tu vois. Moi, je dis, ouais, pourquoi pas, tu vois. Et puis, ça commence à gamberger, je me dis, mais il y en a peut-être d'autres aussi qui aiment Rimbaud, tu vois. Et il me dit, oui, il y a eu, comment il s'appelle, qui a fait Rimbaud dans les années 60 c'est pas Léo Ferré? Non. Léo Ferré. C'est Léo Ferré, voilà. Léo Ferré. Voilà, il m'a dit Léo Ferré, etc. Il me donne des noms, quoi. Ok. Et moi, à un moment donné, je lui dis, mais peut-être même je pourrais en inviter plusieurs. 10, 20, je sais pas, tu vois, je dis ça comme ça. Et là, mon père me dit, hey, déjà, si t'en as 2, 2, déjà, c'est bien. Surtout Patti Smith, quand même. Et alors, moi, tu sais comment je suis? Moi, quand on me dit non, c'est pas possible, moi, faut pas me dire non, quoi. Donc, du coup, je me dis, ah ouais? Ok. Et en fait, c'est mon père qui m'a donné l'objectif. Et je me suis dit, je vais revenir, papa, et tu en auras au moins plus de 10. Je vais t'en mettre 10. Et on verra.
Parce qu'il y a toujours ce défi avec le père. Tu vois ce que je veux dire, le côté paternel. Bah, Ton c'est père à te la dit, fais fois, attention à oui, ça quand même. Oui, lui tu vois. ressembler et le dépasser, quoi. Voilà. Ouais, il y a toujours ce côté, voilà, tu vois, on va brûler nos dieux pour exister, quoi. Et du coup, ben, je suis rentré. Voilà. Ce qui est fou, c'est que, bon, je lui dis en même temps mon père ce que j'avais à lui dire sur mon éducation, etc. On avance super bien ensemble, tu vois. Je rentre à Paris. Et du fait qu'il ait reconnu ses erreurs de mon éducation, etc., moi, je suis sensible à ça. Dans la cuisine, je me mets à pleurer comme une madeleine, tu vois. Parce que ça faisait du bien, en fait. Et à ce moment-là, il y a mon téléphone qui sonne. Et il y a Alfredo, un copain, qui m'appelle, qui me dit, ouais, Raph, tu sais les trucs de Rimbaud que tu m'avais fait écouter quand je t'ai venu avant que tu partes à Nice? Je dis, ouais. Et il me dit, bah, moi, je connais la femme d'Arthur H. J'en ai parlé, m'a donné le numéro d'Arthur. Et Arthur est d'accord pour que tu l'appelles. Moi, je fais, OK. Il me donne le numéro d'Arthur H. Son 06. Donc moi j'appelle, tu vois. Et donc j'ai la grosse voix d'Arthur, allô, tu vois. Et il me dit, je lui dis Arthur, il me dit oui. Je lui dis, apparemment voilà, je suis sur Raphaël, je fais un album sur Rimbaud. Et là il me dit, comment t'as eu mon numéro? Et je lui dis, c'est ta femme qui l'a donné à un ami à moi. Et voilà, il me dit, ok, d'accord, très bien. Il me dit, t'as un site internet? Je lui dis oui. Il me dit, vas-y, donne-moi ton site. Je lui donne mon site. Il me dit, ok, je te rappelle. Puis il raccroche. Puis là, je me dis, merde, et tu sais, dans ma tête, je me dis, il me rappellera jamais. Tu vois. 10 minutes après, il m'appelle. Il me dit, écoute, c'est super ce que tu fais. Hein. Vas-y, je t'écoute. Et là, je lui dis, bah voilà, je fais une trilogie sur Rimbaud, etc. Ça a démarré il y a peu de temps. Donc lui, c'était le premier. C'était le premier à me dire oui. Et voilà. Après, lui m'a fait travailler la patience. Parce que entre le oui, quand il m'a dit oui, et ben ça, c'est les stars. Le hein. oui et le jour où on l'a fait, il s'est passé 6 mois. Mais oui. Mais non, mais après, moi, le judo m'a appris à être patient. Oui, mais en fait, quand on a une promesse comme ça, c'est pas qu'on soit impatient, mais on a envie que ça aboutisse. Ah, mais moi, j'avais envie de dire, quand il m'a dit je peux, mais pas avant avril, je crois qu'on devait être en décembre, voilà. j'avais envie de dire, mais tu peux pas avant. Mais, oui. Mais j'ai rien dit, j'ai fermé ma gueule, je me suis dit, attends, là, si tu parles trop, il va te dire dégage. Tu vois, attends. Oui. Mais en même temps, il faut aussi savoir s'imposer, mais ce que vous savez très bien faire. Hein, c'est pas... Et alors, ça, c'était le premier, et après, on a qui? Après, j'ai eu Denis Lavant, par une amie, Alors, par contre, avec Denis, c'est devenu une histoire, parce qu'on a travaillé 5 ans ensemble, avec Denis. Il est venu sur plusieurs de mes albums, on a joué ensemble au Festival d'Avignon, en 2009, en IN. On a eu la plus grosse date, on était The Date de 2009. Donc, Denis, via une amie à moi qui faisait du théâtre et qui m'a fait le texte Le Bal des Pendus. Et elle m'a dit, écoute, moi j'ai pris des cours avec Denis Lavant, si tu veux, tiens, voilà son numéro de téléphone. Voilà. Tu vois, vous voyez, ça a été que des rencontres impromptues comme ça, tac, tac, dans la rue. Des fois, j'ai rencontré, j'allais les brancher dans la rue, voilà, je fais ça. Et voilà, des fois, il y en a qui ont marché, il y en a qui m'ont mis des vents, hein, ils m'ont fait, oui, d'accord, et puis ils m'ont laissé tomber, et voilà. Oui, et ça fait son petit bonhomme de chemin. Dominique Pinon, lui, il m'a donné Jean-Claude Dreyfus. Non, Jean-Claude Dreyfus m'a donné Dominique Pinon, je crois. Voilà, Dominique Pinon m'a donné Isabelle Nanty, qui, elle, m'a dit, écoutez, non, je me sens pas à la hauteur, vraiment. Donc, elle a refusé. Je suis dégoûté. Aujourd'hui, je me dis, putain, faudrait que je la rappelle. Voilà. Et donc, qui est-ce qui vous manque, à part Patti Smith? Ah bah là, je viens de travailler avec Agnès Jaoui, Béatrice Dalle. Moi, j'ai envie de dire, ce qui me manque... Sophie Blondy. Il y a Sophie Blondy aussi. Il y en a un. Là, je viens de travailler avec Slimane Dazi, qui a joué dans Le Poète. Slimane qui est devenu un ami et il y en a vraiment, il y a des amitiés qu'on s'est tissées, quoi. Bah oui, et ça, c'est génial. Pascal Légitimus, mais il a été magnifique avec moi. C'est un amour. Voilà. Moi, je cherche des voix que je n'ai pas, en fait. Des voix différentes. Patti Smith, ça me plairait. En plus, c'est un accent anglais ou américain. Qu'elle dise un texte en français comme ça, avec son accent. Moi, je trouvais ça charmant. Tu vois, moi, à un moment donné, je pensais à Jeanne Birkin. Et puis, tu vois, elle est morte il n'y a pas très longtemps. Mais je pensais, je me dis, putain, c'est vrai que ça aurait été bien. Il y a Charlotte. Ouais, mais Charlotte, elle n'a pas d'accent. Ah oui. Ah, c'est à cause de l'accent, c'est pas le timbre. Non. Ah oui, c'est vrai que Charlotte a une belle voix, j'aimerais bien. Elle a une belle voix, mais c'est pareil, Puis elle est chanteuse aussi. Faut rentrer en contact avec eux. Et puis moi, je prends le temps, hein. C'est-à-dire que j'ai commencé cette trilogie en 2006. Le premier volume est sorti en 2008 avec Radio Nova. Le volume 2 est sorti en 2016 avec Radio France.
Et le volume 3, je suis en train de le faire, là. J'en suis à 13 morceaux. Je voulais le sortir là en 2024, ça faisait genre 8, 16, 24. Mais non, en fait, je me suis foiré. Mais c'est pas grave, je vais le sortir, mais j'ai le temps. J'ai d'autres contacts, j'attends des réponses. Là, il y a Yolande Moreau qui doit me donner sa réponse. Elle m'a dit oui, mais là, maintenant, j'arrive plus à la voir. Enfin, il y a toujours des problèmes d'agenda, des trucs, donc c'est très, très long. Ah oui, ce sont des gens qui sont très, très, très occupés. Ouais. Hein. Mais ce qui est sympa, c'est que il y a 2007-2008, j'ai contacté la Warner via Nova, parce que moi, j'étais rentré sur Radio Nova en 96-17. Donc, je leur ai demandé des contacts un peu plus personnels, tu vois. Et j'avais sorti aussi des trucs avec Nova, donc du coup, ils m'avaient donné des vrais contacts en me disant tiens, appelle-le lui chez Warner, il va te répondre. Tu appelles de notre part. Mais à chaque fois, j'avais des réponses. J'étais reçu très vite chez Universal, chez Sony, mais tous m'ont répondu la même chose. Ils m'ont dit mais tu te rends pas compte de la complexité de ce que tu es en train de monter. Tu vois. Ils m'ont dit mais monter un album comme ça va être entre 2 à 5 ans. Aujourd'hui, j'ai envie de leur dire non, rassurez-vous, c'est pas 5 ans, c'est 8 ans hein, pour monter un album comme ça. Mais il faut y croire. Et moi, je me dis aujourd'hui, de toute façon, si je le fais aujourd'hui, c'est parce que j'aime ça. Parce que oui, j'aime rencontrer des gens que j'admire au cinéma, j'aime travailler avec eux, ça me fait plaisir. Même si j'ai 56 ans, ça me fait toujours vibrer de l'intérieur. Parce qu'il faut bien être dirigé par quelque chose. Moi, artistiquement parlant, ça me fait vibrer d'avoir quelqu'un à la maison. Regarde, j'ai travaillé avec Sidney Dutheil. Sidney Dutheil, c'est celui qui a ramené le rap en France. HIP, HOP. L'émission HIP, HOP. Bah, Sidney, il était là. Je suis en train de me dire, putain, mais j'étais en train de le regarder quand j'avais 16 ans, à la télé. Tiens. Et moi, j'ai l'impression de rêver, quoi. Et là, je me dis, putain, mais je touche mes rêves, quoi. Ça, c'est génial. Roger Carrel, quand il est venu, qu'il a sonné, j'ai ouvert la porte, il était comme ça avec ses lunettes. Raphaël. Et sa voix est très, Raphaël, quelle belle idée vous avez eue, là. Vous avez vu? Tout de suite, je me suis libéré pour vous. Tu vois, tu l'as ta réponse. Tu vois? Moi, je me dis, attends, t'es devant la plus grande voix de France. Le mec, il a fait Astérix, Gargamel, le Serpent K, il a tout fait, le gars. Il est là. Et il me dit, je me suis libéré pour vous. Et je lui dis, oui, mais vous savez, le budget qu'on vous a annoncé, c'est pas vraiment celui que j'ai. Il m'a dit, parle pas d'argent, ça sert à rien. Entre nous, hein, il m'a dit, j'en ai pas besoin, on parle pas d'argent. Vous inquiétez pas. On va faire, c'est super ce que vous faites. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Bien, est-ce qu'on a oublié un autre talent? Par exemple, la peinture? Non, je fais de la sculpture. J'adore la sculpture. J'ai fait de la peinture, j'ai fait 3 ans de peinture, j'ai adoré ça. Voilà, j'aime bien. D'ailleurs, maintenant, quand je vous regarde, je vois plus un visage, machin, je vois un visage avec plein de différents coloris, des dégradés, je vois toutes les nuances de couleurs, les ombres. C'est quoi, c'est de la glaise? C'est pas du marbre, quand même. Non, moi, j'ai fait peinture, et après, j'ai travaillé sur, de la terre glaise. J'ai fait terre glaise et j'ai fait, du calcaire. Ah, donc sculpture avec le burin. Quoi. Oui, voilà. Bien sûr. Tout à fait. Et on m'a dit aussi, mais ça, je sais pas si c'est vrai, que vous avez fait aussi du théâtre. Oui, quand j'avais 16 ans, ouais. Par amour pour une fille. Voilà. Qui était mon premier amour. Claire. Voilà. Eh ben. Voilà. Claire, exactement. C'était notre premier amour. C'est mon premier amour, pardon. Et voilà, oui, donc bah oui, on s'est rencontrés. Du coup, il y avait un professeur qui était très gentil, à qui j'ai demandé si je pouvais faire du théâtre avec lui. Il m'a dit oui, pas de problème. Je lui ai dit c'était par amour. Apparemment, ça l'a touché. Et puis voilà. Bah, en fait, on fait toujours du théâtre. On fait tout par amour. Donc, c'est obligé que le professeur, il ait dit oui à ce moment-là. Et quand j'ai vu le premier cours de théâtre, je me souviens que ça m'avait vachement marqué, quoi. Et je me suis dit, alors je voyais, il y avait un ami qui s'appelait Fabrice et une autre qui s'appelait Catherine qui répétaient ensemble, puis à un moment donné, ils s'éclatent de rire parce qu'ils avaient merdé sur leur réplique. Ils s'éclatent de rire et tout. Ils se vannent. Et il y avait un côté bon enfant. Et franchement, moi, ça m'a paru un peu comme un rêve, quoi. Je me suis dit, mais c'est génial, c'est comme ça qu'on devrait tous s'entendre. Hein? Le côté, et puis je me suis dit, putain, faut y aller, hein, apprendre un texte, et puis aller au milieu, le réciter, donner vie. Là, je me suis dit, putain, il doit y avoir quelque chose de vraiment fort, quoi. Ça m'avait vraiment touché. Hein. Eh ben, écoutez, merci. On va peut-être arrêter là. Je sais pas, on continue si tu veux. Si, il y a quand même peut-être les projets. Bah, vous en avez tellement, mais est-ce qu'il y en a d'autres qu'on n'aurait pas abordés? Bah, des projets, oui. Là, je suis en train de faire de la musique d'un film, d'un documentaire sur l'Arménie.
sur les soldats qui ont perdu leurs parents, grands-parents, qui sont jeunes, qui ont 20 ans, hein, qui ont des jambes en moins, etc., mais qui continuent de se battre pour leur terre. Donc voilà, donc je suis allé en Arménie l'année dernière. Je suis allé 2 semaines parce que le réalisateur, j'avais fait déjà un petit bout de musique sur ces images à lui qu'il avait filmé là-bas. Maxence Bussière, un excellent réalisateur. Du coup, il a fait écouter aux soldats là-bas, il leur a montré les images, il est retourné parce qu'il y va souvent. Il est retourné là-bas, il leur a montré les images avec la musique. Ils lui ont dit, waouh, la musique elle est super et tout. Est-ce que tu penses qu'on peut le rencontrer? Bon, il m'a posé la question, je dis, bah écoute, ouais, si tu veux, on y va. Il m'a dit, viens avec moi, il me dit, je vais te les présenter. Et donc j'ai fait 15 jours, ça m'a retourné le bide. Hein. C'est super beau. Hein. Déjà, l'Arménie est très belle. J'aurais jamais pensé un jour que je serais allé dans ma vie en Arménie. Voilà. Et puis souvent l'Arménie, on pense que c'est des montagnes sécheresses avec des mecs qui se tirent des bombes, pas du tout. Alors, oui, ce côté-là dans le sud, mais après quand on va dans le nord, on passe en dessous d'une montagne et là on tombe sur une forêt luxuriante avec des espèces de séquoias, des sapins qui sont immenses, on se croirait dans une jungle. Je savais pas qu'il y avait ça en Arménie, donc ça c'est super beau. Et puis j'ai rencontré les soldats, quoi. Et on a fait un repas avec des soldats où ils ouvrent des livres. Ils vous montrent leurs photos sur le front en vous disant, ben voilà, là, tous mes potes, ils sont morts. C'est moi qui ai ramené leurs plaques à leurs parents. Wow, ça m'a remué, quoi. Enfin, en tout cas, si vous cherchez une voie pour Rimbaud, je suis là. Je retiens la proposition. Merci.